Beaucoup m'ont dit que nous, venus en réalité de différentes républiques de l'Union soviétique, que nous soyons juifs, moldaves, géorgiens ou autres, nous sommes considérés comme des Russes aux yeux de la population locale. Et nous sommes devenus toxiques. Mais qu'est-ce que cela signifie, devenir toxique pour toi personnellement ? Les amis, si vous regardez ces vidéos depuis New York, Los Angeles, Miami, Houston, Seattle ou depuis une petite ville de province, vous faites partie d'un immense monde russophone très diversifié aux États-Unis. De 3 à 5 millions selon différentes sources, c'est beaucoup. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose dont presque personne ne parle. Mais cela déterminera si nous aurons un avenir normal ici. J'en parlerai plus près de la fin, alors ne zappez pas. Certains sont arrivés dès les années 70 comme moi, par l'émigration juive, par un visa professionnel ou pour le regroupement familial. D'autres sont arrivés ici tout récemment, par le travail, les études, la frontière avec le Mexique ou par l'asile. Chacun a réussi à s'en sortir à sa manière. Certains ont déjà la citoyenneté et une maison en banlieue. Les enfants parlent anglais sans accent et ne comprennent pas très bien ce que vous voulez d'eux quand vous essayez de leur parler en russe. Et bien sûr, ils débattent de politique avec vous. Certains ont un statut temporaire, un avocat qui ne répond pas pendant des semaines et craignent qu'une nouvelle de Washington ne menace notre situation. Et malgré toutes ces différences, nous avons des questions communes. Que se passe-t-il dans la politique américaine ? Comment cela va-t-il nous affecter, nous, les russophones ? Comment nous perçoit-on ici ? Sommes-nous vus comme citoyens, migrants, menaces ou ressources ? Et sommes-nous ici temporairement ou bâtissons-nous une vraie vie ? Eh bien, pour ceux qui sont ici depuis 40 ou 50 ans, cette question est probablement déjà réglée. Mais pour les plus jeunes, beaucoup disent encore « Oh, quand là-bas ou si là-bas quelque chose change, alors… » D'ailleurs, je précise tout de suite que, un peu plus tard, j'analyserai une erreur typique des russophones aux États-Unis, à cause de laquelle des gens restent des années avec un statut temporaire et ne se rendent même pas compte qu'ils perdent des opportunités. Ce sera dans la deuxième partie de la vidéo. Regardez jusqu'au bout pour ne pas répéter les erreurs des autres, pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. Encore un point. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche, s'il vous plaît, sous la vidéo. C'est simplement un moyen de recevoir les nouveaux épisodes à temps. Ainsi, les informations importantes sur la vie des russophones aux États-Unis ne vous échapperont pas. Les États-Unis, la Russie et nous entre les deux. Commençons par le niveau supérieur. Отношения между США и Россией. Que cela nous plaise ou non, toute nouvelle vague de tension entre Washington et Moscou finit presque toujours par nous atteindre, que ce soit au travail, dans nos banques, chez nos voisins ou pour nos enfants à l'école. Aujourd'hui, ces relations se résument à des sanctions, des contacts limités, une rhétorique de menaces et une confrontation. Des discussions constantes sur la guerre, la sécurité de l'Europe, le rôle des États-Unis, une lutte politique interne, au sein même de l'Amérique, autour de la question de savoir comment il faut traiter la Russie. Pourquoi est-ce important pour nous, russophones, vivant, disons, aux États-Unis, en Europe et même en Israël, sans parler de l'Australie ? C'est avant tout une question de confiance. Après chaque scandale retentissant lié à une cyberattaque, une affaire d'espionnage ou une ingérence dans les élections, les médias relancent le sujet de la menace russe. Et ils ne disent pas « Mais n'y faites pas attention ». Vous savez, ceux qui fuyaient cette fameuse menace russe sont venus chez nous. Automatiquement, nous faisons partie, vous et moi, de cette menace russe, peut-être. Et quelque part, nous nous retrouvons associés à cette image, même si nous sommes partis justement parce que nous n'étions pas d'accord avec ce système. Deuxièmement, les conséquences financières et juridiques. Certains se retrouvent confrontés à des contrôles supplémentaires à la banque, à des questions sur l'origine des fonds, d'où ils proviennent, et là, on vous demande « Excusez-moi, à tout hasard, ce n'est pas la mafia ». Avec des blocages de virements, oui, combien de fois cela m'est-il arrivé ? À un certain niveau, je paie pour… Je travaille avec des artistes depuis de nombreuses années. Je crois que ça fait presque 30 ans, et quand quelque chose se vend, je dois leur envoyer de l'argent. Les problèmes commencent avec un artiste de Russie. À un certain niveau des algorithmes, là, Russie, russe, là, une adresse en Russie tombe automatiquement dans une zone d'intérêt accrue. Troisièmement, l'image politique de la Russie aux États-Unis, pour certains politiciens, être dur envers Moscou, c'est une façon de montrer qu'ils sont très très sérieux. Pour d'autres, c'est une raison d'accuser leurs adversaires d'être trop indulgents ou d'avoir des liens avec le Kremlin.
Eh bien, nous savons tous qui est le principal larbin de Poutine dans le pays. Dans tous ces jeux, les différences subtiles entre le gouvernement russe et les personnes russophones sont souvent effacées. Un peu plus tard, je vais expliquer comment exactement cette image influence nos chances d'obtenir le statut souhaité. Le travail et l'accès à certaines professions, surtout pour ceux qui travaillent dans l'informatique. Dans les marchés publics ou dans les secteurs dits sensibles. C'est quelque chose de très concret et beaucoup de gens ne le savent pas, mesdames, messieurs. Et oui, je vous rappelle encore une fois, si vous voulez recevoir ces analyses à temps, cliquez sur la cloche, comme ça la plateforme vous proposera automatiquement le nouvel épisode et vous n'aurez pas à rattraper des informations importantes plus tard. Elle s'enfuit, tu essaies de la rattraper mais tu n'y arrives pas. Qui sont vraiment les russophones aux États-Unis ? Si on nous regarde de plus près, on comprend qu'il n'existe pas de véritable diaspora russe unifiée. Il y a plusieurs grandes vagues, très différentes les unes des autres. D'abord, les anciens immigrés, des personnes arrivées à la fin de l'URSS, des années 70 aux années 90, votre humble serviteur, beaucoup ont la citoyenneté, leur propre entreprise, une maison, une vie bien organisée pour eux, pour nous. Pour moi, la Russie, c'est cela, mais ce n'est pas la Russie du Kremlin d'aujourd'hui. Le pays de mon enfance, c'est là-bas la langue, les chansons, certains souvenirs, les promenades dans le jardin d'été, dans mon cas en hiver par exemple, là-bas à Leningrad, oui, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Mais les nouvelles touchent quand même, surtout lors de guerres, sanctions, inquiétudes ou problèmes. La deuxième vague, eh bien, disons-le ainsi, appelons-la la nouvelle vague de spécialistes, ingénieurs informatiques, médecins, scientifiques, start-up, étudiants. Ils sont venus avec des visas de travail et d'étudiants. Ils ont une bonne éducation, un parcours professionnel en anglais. Mais ce sont justement eux qui se heurtent le plus souvent au fait que le passeport de la Fédération de Russie devient soudainement un facteur de risque. Et lors du renouvellement de leur statut, lors des vérifications par les employeurs, lors des sorties et des entrées, il y a des problèmes, des questions, des problèmes flous. Le troisième groupe regroupe les réfugiés politiques et militaires, journalistes, activistes et bénévoles, visés par des affaires, menacés ou déjà confrontés à la force. Pour eux, l'Amérique est plus qu'un pays d'opportunités. C'est une chance de survivre et la peur principale est l'économie. La question est, est-ce qu'on ne va vraiment pas m'extrader vers notre prétendue patrie et ne pas me laisser sans cela ? C'est-à-dire, il a suivi des itinéraires difficiles à travers la frontière, des camps. Ces personnes se retrouvent souvent dans le système d'asile, attendent une décision pendant des années, vivent dans un état d'anxiété et de fatigue, ni ici, ni là-bas. Et par-dessus tout cela, bien sûr, il y a les enfants, l'école, l'anglais comme première langue, l'anglais comme deuxième langue, et le russe à la maison, les blagues des camarades de classe, les regards, les discussions sur la guerre, peu importe qui. Même si c'est pour l'Ukraine, la frontière, tant d'adolescents sont perdus, la question principale n'est pas de savoir qui est coupable, mais qui suis-je, moi, qui ? Pourquoi ? Il est important d'en parler maintenant, car un peu plus tard, nous aborderons une chose que presque personne ne fait. Comment ces groupes peuvent sortir de leur bulle ? Je dirais les miennes, je ne sais pas. Sortir de leur propre coquille, de leur propre carapace, et commencer à s'entraider. Cela peut sembler abstrait, mais en réalité cela change les chances stimulées sur les papiers, la qualité de vie, l'influence sur la politique locale, la pression de la Russie sur la diaspora. Beaucoup pensaient que si tu es aux États-Unis, tu peux enfin souffler, mais la Russie continue souvent à nous atteindre même ici. À quoi cela ressemble-t-il en pratique ? Tout d'abord, les affaires pénales et le statut, et agents de l'étranger, extrémistes, etc. Une personne depuis les États-Unis parle de la guerre, aide les médias indépendants, participe à des actions, mais en Russie, pendant ce temps, une affaire est ouverte contre elle. Elle est inscrite dans différents registres. Physiquement, tu marches dans les rues américaines sans lien apparent avec eux, mais en Russie, sur les documents officiels, tu es déjà un ennemi. Je ne sais pas comment cela évoluera. Ensuite, il y a la pression sur la famille, les perquisitions chez les parents, les discussions avec les proches et les insinuations. Dites-lui de se taire, qu'elle n'a pas besoin de se mêler de politique. Avez-vous des petits-enfants ici ? Cela compte souvent plus qu'un document officiel. Les gens s'autocensurent pour protéger leurs proches. C'est naturel et compréhensible. Et troisièmement, le champ médiatique. Et la propagande, qu'est-ce qui se passe avec ça ? Une partie des russophones continue de vivre dans une bulle d'information des chaînes russes. Non, ce n'est pas ça, comme ça, c'est quoi, ce n'est pas ça.
que c'est comme ça, que ce n'est pas ça, pas comme ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ils suivent la ligne du Kremlin, provoquant des divisions dans la communauté et les familles. Certains vivent la réalité américaine, tandis qu'en Russie, ce n'est pas si simple, influencé par la télévision. Quatrièmement, les peurs à la jonction de deux systèmes. Certains craignent que la Fédération de Russie tente d'utiliser des mécanismes internationaux pour faire pression, d'autres craignent que les États-Unis ne durcissent un jour les règles pour ceux qui figurent sur les listes noires russes. Par exemple, si Trump s'entend avec Poutine, on viendra nous attraper ici, et c'est là que réside le piège. Un peu plus tard, nous parlerons de la façon dont les russophones aux États-Unis ont déjà appris à utiliser le système juridique et politique américain pour se protéger, eux et leurs proches, contre cette pression. Que pouvons-nous faire ? Que peut faire même une personne ordinaire sans beaucoup d'argent ? Ce n'est pas de la magie, ce ne sont pas des tours de magie, mais des étapes concrètes. Elles sont possibles. Il est possible de connaître et de suivre le statut du visa d'asile pour ceux qui n'ont pas encore de passeport américain. La vie ressemble souvent à une attente sans fin. Tu attends l'entretien pour l'asile, tu attends la décision pour la carte verte, tu attends le renouvellement du visa de travail, tu attends une lettre de l'USCIS. Et tu ne sais jamais si c'est une bonne nouvelle ou une nouvelle épreuve, comme ils disent. Il y a quelques moments difficiles. Le premier, c'est le balancier politique. Une administration assouplit les règles, une autre les durcit. Aujourd'hui, l'accent est mis sur les raisons humanitaires, demain sur la sécurité des frontières. Et tu dépends non seulement de la loi, mais aussi de la personne qui est à la Maison-Blanche et de ses priorités. Deuxièmement, il y a la surcharge du système. Évidemment, il y a des files d'attente qui durent des années, des dossiers qui restent sans traitement, des audiences reportées 5 fois, et c'est encore bien si ce n'est que 5 fois. Vivre dans un état de précarité, c'est très difficile à supporter. Ils ne savent pas s'ils peuvent prendre un crédit immobilier, faire venir leurs parents, changer de travail, s'investir dans des projets à long terme. Troisièmement, la dépendance à l'employeur. Pour ceux qui sont sous un visa H1B ou des visas similaires, perdre son emploi, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi le compte à rebours avant que le statut ne soit violé, et la question de savoir quoi faire ensuite. Ici, l'économie, la politique et la vie personnelle sont étroitement liées en un nœud très serré. Quatrièmement, c'est teinte verte. Le chaos informationnel, les rumeurs dans les chats, des conseils contradictoires, absolument contradictoires, sur une même page, des histoires de connaissances au lieu de véritables conseils juridiques. Ces histoires de connaissances, yin des séquences, sont presque toujours totalement fantaisistes et n'ont aucun rapport avec la réalité. Dans ce contexte, il est facile de commettre une erreur difficile à corriger. Il est crucial d'éviter d'agir impulsivement. Et voici un point important dont j'ai parlé au début. Il y a une erreur typique que commettent les russophones aux États-Unis. Ils perçoivent le système d'immigration comme quelque chose de purement technique et ne le relient absolument pas à la politique. Mais en réalité, l'issue de votre dossier dépend de l'agenda que la société entend, de qui façonne l'opinion sur la migration, de qui représente les russophones en politique et dans les médias. Un peu plus loin, je vais montrer comment on peut utiliser cela à son avantage. Les russophones et la politique américaine, passer de spectateurs à participants. Voyons maintenant ce qui rebute tant de personnes dans la politique américaine. Beaucoup d'entre nous souhaitaient éviter la politique après leur expérience en Russie. C'est compréhensible, mais le problème c'est que la politique ici nous influence, même si nous n'avons aucune influence sur elle, même si nous n'essayons pas d'y participer. Les russophones aux États-Unis ne sont pas seulement un électorat, mais aussi des donateurs. Bon, parfois c'est 1, 20 ou 100 $, mais ça compte. Des bénévoles de l'organisation Golos lors des réunions publiques, des personnes capables d'expliquer aux politiciens comment leurs décisions se répercutent sur la vie réelle de la diaspora. Certains votent républicains, d'autres démocrates, et certains ignorent les élections. Mais, quelles que soient vos opinions, il y a une décision commune concernant le fait de donner ou non l'asile. Et pour tous ceux qui vivent dans le monde et pour la majorité de la diaspora russe aux États-Unis, comment réagissent-ils aux sanctions et à la pression ? En général ? Bien sûr, cela se comprend dans l'abstrait. Non. Tout cela se forme dans un processus politique auquel vous et moi pouvons participer. Qu'est-ce que nous faisons déjà ? Nous votons pour ceux, disons, pour ceux pour qui nous pouvons, pour qui nous voulons.
Nous participons à des manifestations contre la guerre et pour les droits des réfugiés, aidons journalistes et défenseurs des droits de l'homme, partageons des informations et créons nos propres projets médiatiques. Que faut-il renforcer ? Il faut s'organiser au moins au niveau de l'État ou de la ville, afin que les politiciens locaux aient un contact clair avec la communauté russophone, des groupes d'influence. Expliquer qu'avoir un passeport russe ne signifie pas soutenir le Kremlin, que très souvent c'est même tout le contraire. Il faut défendre ses intérêts, des conseils scolaires au Congrès. C'est ici que je tiendrai ma promesse. Il existe un mécanisme très pratique que presque personne n'utilise. Lorsque des changements concernant les migrants, les réfugiés ou les sanctions sont discutés au niveau fédéral ou étatique, on peut non seulement liker un post, mais aussi soumettre officiellement des commentaires, participer à des audiences publiques, écrire au bureau des représentants élus. Pour les politiciens, il est important de voir des personnes réelles derrière les statistiques. Pas seulement 134 personnes, n'est-ce pas ? Prends le temps, viens, explique quelque chose. Quand des dizaines ou des centaines de messages réfléchis arrivent de la part de russophones, cela change le ton des discussions. Et c'est quelque chose que l'on peut faire. Ce n'est pas réservé aux activistes. Une personne ordinaire peut aussi le faire. Il s'agit de compétences, non de statut ou de temps. Cela prend si peu de temps qu'il n'est même pas nécessaire d'en parler. Vivre ici pleinement, sans se couper de ses racines. Et nous arrivons à la question principale. Sommes-nous ici temporairement ou pour de bon ? Pour beaucoup, la réponse est douloureuse. Certains s'accrochent jusqu'au bout à l'idée « nous reviendrons quand tout changera là-bas ». D'autres ont déjà accepté « ma vie est ici, mes enfants sont ici et c'est normal ». Et certains n'osent tout simplement pas se répondre honnêtement pour ne pas avoir mal ni pour là-bas ni pour ici. Il y a plusieurs choses qu'il est extrêmement important de dire. Premièrement, vos enfants grandiront dans la réalité américaine. Que cela vous plaise ou non. Ce sont, mesdames et messieurs, des Américains. Et cela dépend de nous s'ils seront simplement des personnes qui ont honte de parler russe et qui renient une partie de leur histoire. Et des personnes qui possèdent 2 langues, 2 codes culturels et un horizon bien plus large que celui de leurs camarades de classe. Deuxièmement, notre expérience est nécessaire. L'Amérique a besoin du point de vue de personnes qui savent ce qu'est un État sans justice indépendante et sans opposition normale. Quel que soit l'avenir de la Russie, l'expérience de la diaspora, qui a appris à vivre dans des institutions fonctionnelles, sera utile. Troisièmement, un régime éternel, attendre encore quelques années, c'est le chemin qui mène à se réveiller à 60 ans et à comprendre que tout est temporaire. C'est devenu pour toujours. Il faut à un moment vraiment commencer à vivre ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Utiliser ses droits. Nouer des liens. S'investir dans la communauté locale. Oui, s'investir dans la communauté locale, tout en préservant la langue, la mémoire et le lien avec ceux qui sont restés là-bas. Ce n'est pas contradictoire, l'un n'est pas opposé à l'autre. Et voici ce qui était promis comme le point fort au début. Actuellement, les russophones aux États-Unis se trouvent à un moment unique. Nous comprenons en même temps comment fonctionne la réalité russe. Nous voyons de l'intérieur la démocratie américaine avec tous ses avantages et ses inconvénients, y compris les inconvénients. Et peut-être un pont qui deviendra très bientôt soit une ressource clé, soit une opportunité perdue. Si nous nous limitons à nos petites normes diasporiques, à des discussions domestiques et des conversations de cuisine, dans quelques années, on se souviendra de nous comme d'une autre vague d'immigration. C'était qui déjà ? Ceux-là, justement. Si nous commençons à construire des réseaux, à apprendre à utiliser les outils de la démocratie américaine, à nous entraider et à parler à voix haute en notre nom. Nous aurons alors une chance d'influencer notre avenir. Sur la façon dont les russophones seront perçus dans ce pays, ainsi que sur l'avenir de nos enfants. Et déjà dans les prochaines vidéos, je veux analyser séparément 3 choses. Comment les russophones peuvent participer de manière sûre et intelligente à la vie politique des États-Unis, sans se mettre ni mettre ses proches en danger. Comment parler de la Russie aux enfants. De la guerre, de l'identité, afin de ne pas traumatiser et surtout de ne jamais mentir. Et comment utiliser les institutions locales, des écoles aux tribunaux, pour défendre ses droits. Alors, sans péril, si vous ne voulez rien manquer, n'oubliez pas d'activer la cloche. Ainsi, les nouveaux épisodes arriveront à temps, et pas par hasard via les recommandations. Ou d'une autre manière,
Écrivez-le dans les commentaires. Où vivez-vous aux États-Unis? Comment êtes-vous arrivé ici? Et à quelle étape vous êtes-vous temporairement arrêté? J'en doute. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous n'êtes certainement plus en dehors de la politique. Vous participez déjà au moins à un processus important, dans une conversation honnête sur notre vie ici. À la prochaine.